Nous, l'objectif, c'est de former des gens qui travaillent sur l'innovation dans des entreprises leaders ou qui veulent relancer leur leadership ou qui veulent positionner un leadership nouveau. Donc on est dans une logique d'excellence. Vous verrez, tout le long, on va aller au-delà de ce qu'on apprend généralement dans ce qui est la gestion de projet ou de la présentation simplifiée des projets d'innovation type Lean Startup ou choses comme ça, qui n'a pour l'instant pas donné d'amélioration de l'efficacité de l'innovation. Alors, je vous rappelle juste un chiffre. C'est des chiffres sur 2015, ceux de 2016 ne sont pas encore compilés. Hein. Ça vient de Nielsen. Nielsen, c'est la plus grosse organisation d'études de marché dans le monde, hein, qui tous les ans font un point sur les produits nouveaux qui ont été lancés dans le monde. Vous voyez, 24 543, des vrais nouveaux produits, pas juste de l'animation de gamme, et qui donnent les résultats de l'année. Alors, vous voyez les résultats, produits qui n'ont pas marché, 27%, produits qui étaient disappointed, donc pas intéressants, c'était pas du bon niveau, qui ont été arrêtés 37%, succès 14%, star 6%. Donc 80% de taux d'échec, c'est quasiment un record historique. Hein, statistiquement, on a 2 tiers des projets qui n'aboutissent pas. Donc on dit 1 tiers qui va au bout, 2 tiers qui s'arrêtent en cours de chemin. 80%, c'est énorme. Ça fait beaucoup de bruit pour rien, comme on dit, parce que ça sautille dans tous les coins avec tout un tas de projets nouveaux. On a identifié, par exemple, pour des projets dits de start-up, jusqu'à 800 start-up dans le monde qui ont strictement le même business model. Ils appliquent la même règle, même chose, alors qu'il y a la place pour 1 ou 2 sur le marché mondial, autant dire que ça va se casser la gueule. Mais c'est ce qu'on appelle la dégradation de la qualité des projets, parce que c'est très tendance, on lance un projet comme ça, qui n'est pas assez ficelé. Nous, le but, c'est d'être dans les 6%. Vous êtes dans des entreprises qui ont une position importante parce qu'elles ont lancé des grands produits et services à une époque donnée. Ce qu'elles veulent, c'est renouveler leur leadership, et donc d'avoir des gens qui recréent des produits ou des services cultes. Alors, le numéro de ce mois-ci de Harvard Business Review fait justement un point sur la surabondance de produits nouveaux peu différenciants. Arrêtez le flux incessant. Philips a montré que c'est pareil, beaucoup trop de produits. Nestlé qui disait « j'ai lancé 180 produits l'an dernier, 14 ont marché ». Donc arrêtez de partir dans tous les sens en faisant du bidouillage. Ça, c'est la grande règle. Et il y a une tendance au bidouillage qui vient un peu de toute la mystique start-up. Hein, moi, j'ai beaucoup d'anciens élèves qui font, c'est pas différenciant. C'est des micro-applis ou des choses de ce genre. Là, vous êtes dans des entreprises qui pèsent plusieurs milliards, voire dizaines de milliards, pour qui, eux, le renouvellement des produits et services est fondamental. Et donc, on cherche des produits et services qui fassent un certain volume et qui tiennent longtemps. Donc, une logique de produits, services d'excellence. Et on verra en même temps le renouveau des produits d'excellence, parce que beaucoup d'entreprises ont des produits qui ont assuré leur grandeur. Je vous montrerai le cas de Chanel 5, par exemple, leader mondial, lancé en 1922. Mais régulièrement, il faut les repositionner. Et c'est très important, c'est pratiquement aussi difficile de repositionner un produit ou un service culte existant que d'en lancer un nouveau. Parce qu'il y a déjà des usines, il y a du matériel, il y a des gens formés à le faire. Ça roule tout seul, si vous voulez. En changer l'orientation, ça remue beaucoup de gens. Quand on commence quelque chose de nouveau, on a peu d'inertie puisque ça n'existait pas. Après, c'est monter en puissance. Quand on est sur quelque chose qui roule depuis un certain temps, tout le monde sait le faire comme d'hab. Et c'est pas plus facile de lui donner une dimension nouvelle. Alors, et pareil, je vous montre, par exemple, l'enquête qui a été faite l'an dernier sur les produits dits digitaux. On dit il faut une offre digitale, faites-nous des services digitaux. Le problème, vu par les gens, c'est qu'ils sont ressentis par la société comme technologiques, nouvelles techno, R&D, et puis tout en bas, plaisir et bien-être liés à ces produits dits digitaux ou services, nouveaux design, produits réellement utiles, 9%. Et donc, on a d'une part un sautillement sur trop de petits projets, hein, on appelle plutôt de l'animation de gamme, en fait, que du projet franchement nouveau, et beaucoup de produits trop techno. On se contente de dire « j'ai une offre 4G ». Bon, les gens, ils ne vont pas sauter en l'air parce que c'est 4G, quoi. Ils n'ont pas vu leur vie s'améliorer fondamentalement dans le passage à la 2G, ni à la 3G, ni à la 4G. Ils n'attendent pas que la 5G améliore leur vie par nature. Elle peut y contribuer, mais il y a un gros boulot à faire pour avoir des produits et services à très forte valeur ajoutée. Donc, on va se concentrer, là, ce matin, sur les produits à très forte valeur ajoutée, ce qu'on appelle des produits cultes et des best-sellers, hein, qui marquent, en fait, le renouvellement d'entreprises. Il vaut mieux taper très haut. On ne devient pas un produit culte en disant « on va en lancer une
quelques-uns assez vite, puis il y en a un qui donnera culte. Ça n'existe pas. Moi, je les ai jamais rencontrés. On analyse, on débriefe tous les produits cultes, enfin pas tous, une bonne dizaine par an depuis 20 ans. Donc on a une bonne expérience dans ce domaine, et c'est pas le cas. Alors, produit culte. L'idéal d'un processus d'innovation réussi, c'est de déboucher sur un produit culte ou un service culte. Comme vous le voyez avec des nouveaux, comme Blablacar, qui est devenu, ou le moteur de recherche de Google, qui sont devenus cultes et qui assurent la pérennité de l'entreprise. Et puis les grands produits qui font les entreprises qui sont autour de vous. La Danette chez Danone, Chanel 5 chez Chanel, hein, ou d'autres. Alors je vous en montre que vous connaissez tous, Nutella, Stabilo, crème Nivea, par exemple, Lancôme ou Chanel, Ariane 4, qui était haute, La Terre vue du ciel, c'est un succès d'édition qui a fait le tour de la Terre, si vous voulez, hein, L'Oreo, hein, qui pourtant n'est arrivé en France qu'en 2010, Choupa Choups, on verra, on analysera sur comment on peut faire un produit culte avec une sucette, Playmobil, Mac 3 de Gillette, hein, qui a fait passer la valorisation de Gillette de 5 milliards à 50 milliards quand même, hein, avec un programme qui a coûté 2 milliards de lancement, 10 ans de recherche hein, quand même. Le Cinquième élément, un film qui a été premier au box-office, même aux États-Unis, qui a fait le succès de Luc Besson, qui lui a permis de lancer EuropaCorp. Hein. La Swatch, pas besoin de vous faire. Pokémon, vous êtes peut-être un petit peu grand pour être génération Pokémon, mais il y en a qui sont génération Pokémon quand même. Hein, la DS, hein, Nintendo DS, qui est un produit culte sur la Terre entière. Mickey, Blablacar, vous voyez, dans un service nouveau, hein, la cocotte Minute Seb, vendue à 25 millions d'exemplaires, la Ford Mustang, on verra, la dynamique d'un produit culte, la 320 par exemple, le Cachou la Joigny, les stylos Bic Crystal, Super Mario ou League of Legends, si je prends dans les produits nous. Qu'est-ce qui définit un produit culte? Tout le monde le connaît, il est tellement en résonance avec la société qu'il devient un symbole de la société. C'est-à-dire que les gens disent « Ah, mais la 2 chevaux, ça a marqué une époque, etc. » Et en l'an 2000, quand il y a eu le passage à l'an 2000, beaucoup de musées du monde, dont le musée d'art moderne de New York, ont fait une exposition « Les 100 produits cultes du XXe siècle ». Hein, c'est eux qui ont marqué la chose. Même si, par exemple, je vous disais, tiens, on fait un essai, vous me citez 5 marques de montres, 5 marques. Vous mettrez Swatch à coup sûr. Si c'était une génération d'il y a 30 ans, ils auraient mis LIP à coup sûr. Et LIP est mort, il n'a pas su renouveler ses produits cultes, il a été remplacé par un nouveau. Si je vous demandais un parfum, je suis sûr qu'on aura 95% Chanel 5 dans le lot. C'est-à-dire qu'on a tellement bien réussi son produit que ça devient un symbole de la société. Pour une entreprise, c'est du pain béni, parce que ça veut dire qu'elle s'est mise en résonance avec la société, avec une offre excellente qui va assurer la durée. Une entreprise grande, elle a besoin au moins tous les 2-3 ans d'avoir un produit culte qui décolle. Et donc là, on tape sur ce qu'est l'idéal. Hein. Et on va regarder ce qu'il y a de commun. Alors déjà, tout à fait logique, le produit culte, généralement, on en fait peu. Et je vous montrais, par exemple, la surabondance de produits, où Philips vous dit, je ne sais pas combien j'ai de produits, mais peut-être 25 000. Apple fait plus de 100 milliards avec 6 produits. Bon. Hein, et vous voyez régulièrement, vous voyez l'évolution des produits dans le portefeuille d'Apple. Il a regroupé ses ordinateurs qui étaient iMac et Power pour faire un seul desktop. Il a regroupé les portables. Hein. Après, il a regroupé portable desktop pour un seul Mac. C'est-à-dire, produit culte veut dire je le produis en quantité considérable et c'est le même produit pour tout le monde parce qu'il est l'optimum de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Nintendo est dans le même cas, mais je vous le montrerai quand je prendrai le cas Nintendo. Hein, vous voyez, reconcentration, reconcentration. Aujourd'hui, des gens comme les plus grands, je vous dis par exemple Philips et Nestlé vous disent je vais diviser par 4 le nombre de produits nouveaux. Hein. Je les veux beaucoup mieux travailler et qui percutent et qui durent assez longtemps. Sinon, c'est fastidieux. On doit soutenir trop de produits au niveau marketing, ils ne sont pas complètement ficelés, et donc on doit repartir sur des choses beaucoup mieux travaillées. Et là, on va être sur comment bien travailler une innovation pour qu'elle fasse la différence. Hein. Pas se contenter d'un élément. Alors, produit culte, c'est le résultat idéal d'une démarche innovation totale. Pourquoi parler innovation totale? Vous connaissez tous qualité totale. Qualité totale, il y a deux sens dans le total. Ça vient du japonais, en fait. C'est un idéogramme japonais qui, total, veut dire tous ensemble et veut dire qualité dans tout. On sait que la non-qualité, il suffit d'un élément. Un éditeur, quelqu'un qui est cariste, qui amène les rouleaux de papier, il les laisse dehors alors qu'il pleuvote, c'est foutu pour toute la filière. On ne pourra pas faire des bons bouquins. Le papier va flamber, va faire des essais. Donc n'importe qui peut introduire de la non-qualité.
Vous êtes chez Danone, quelqu'un a laissé le lait pas tout à fait à la température qu'il faisait, vous avez des millions de yaourts qui vont être dégagés. Hein, ou le plastique qui n'était pas bien. Moi, j'ai connu le drame qu'il y avait eu chez Schweppes, pas chez Schweppes, Perrier. Hein, quand ils avaient nettoyé une cuve, où il y avait des mini traces de benzène du nettoyage de la cuve. Ils vendent un produit 100% naturel. Il n'y a pas de benzène dans un produit d'eau 100% naturel. Ils se sont fait aligner par les autorités américaines et tous. Ils ont perdu 3/4 de leur valeur. Ils ont eu énormément de mal à revenir. Donc, on sait que la non-qualité peut venir de tout le monde. Donc, on a une grande démarche il y a une trentaine d'années sur la qualité totale. Les services qualité étaient devenus énormes. Et je voyais par exemple, je prends le cas des gens de Limoges qui font de la porcelaine, ils disaient nous on a un contrôle qualité, mais alors terrible, les 3/4 des produits ne passent pas le contrôle qualité à la fin. C'est-à-dire vous cassez le cul à faire plein d'assiettes, à la fin vous en cassez 3 sur 4. C'est absurde, bien. C'est-à-dire, et les démarches ont dit tout le monde est responsable de sa part de qualité, et donc formation qualité totale. Hein, chacun ne fournit dans le système qu'un truc dont la qualité a été vérifiée, et c'est ceux qui le font qui en sont responsables. Ça a diminué énormément le nombre de non-qualités. Les directions qualité se sont allégées, mais la qualité s'est diffusée. Alors le problème, qualité, c'est bien. Qualité, ça a tendance à figer. Quand on a réussi, on va dire maintenant on a des règles très précises, on verrouille ça avec un ISO 9000, 14000 et tout ce que vous voulez, et l'innovation, elle va arriver comme un emmerdeur dans ça. On dit on a un truc qui marche, qui est qualitatif, et là vous introduisez une variante. On va injecter dans le système un truc nouveau, donc pas sûr, donc pas débugué. Et donc on a eu des réunions entre les directeurs inno et les directeurs production disant vous nous emmerdez, vous dites innovation permanente, ça c'est pas possible. Vous travaillez bien, vous testez, vous vérifiez, quand c'est totalement sûr, on l'injecte dans le système. Hein, parce que sinon on prend des risques trop importants. Donc, mes qualités, c'est bien, mais ça ne suffit pas, parce que ce qui est... Et souvent, on va figer, on dit, on le fait toujours, la même recette, hein, on charge, on va figer l'évolution pour garder cette qualité et cette référence. Or, même un produit qui était impeccable il y a 10 ans, il était avec les technologies d'il y a 10 ans, il y a eu 20 millions de brevets depuis, il était pour la société d'il y a 10 ans, hein, c'était même pas Obama, c'était avant, hein, c'était la société d'il y a 10 ans. La technologie d'il y a 10 ans, pour la société d'il y a 10 ans, il y a peu de chances que ce soit l'optimum qu'on puisse faire aujourd'hui. Et donc, innovation totale veut dire, je ne me contente pas que tous les aspects de mon produit soient de qualité, je veux que dans tous les aspects de mon produit, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. C'est beaucoup plus impliquant. Parce que ça veut dire, je me mets en phase, je pense que sur cela, sans prendre de risques par rapport là, on est au meilleur état de l'art. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé parce que ça ne change pas. Et il y a des choses qui ont été parce qu'on est en époque numérique, parce qu'on veut consommer moins, parce qu'il y a des nouvelles réglementations, parce qu'il y a le développement durable, parce que le niveau de vie a diminué, qu'il faut des produits plus accessibles, etc., etc. Donc, innovation totale, c'est-à-dire je revois tout mon produit et j'essaie de voir si je fais bien la différence sur chacun des éléments. Qualité totale, pas de défaut, c'est comme ça qu'est définie la qualité. C'est un petit peu fort, définir la qualité par l'absence de défaut. Qualité, c'est avoir des qualités, c'est pas ne pas avoir de défauts. Vous ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'a pas de défauts, il faut bien qu'il y ait quelques qualités quand même, c'est pas suffisant. Bon. Innovation totale, que des avantages. Alors c'est tout à fait l'approche d'Apple, des gens comme ça, qui vont vous dire quand je mets ça en place, partout ça fait la différence. Donc tous concernés, innovants. Alors ça va tout à fait en logique avec dire innovation, tout le monde sur le pont. Tout le monde participe, tout le monde contribue pour que toute l'entreprise positionne régulièrement son offre au meilleur niveau. Et ça satisfait tout le monde parce que, en fait, quand on regarde la société, ça m'avait frappé chez Apple, on avait fait un séminaire avec Apple, ils disaient, nous, on ne part jamais de nos clients quand on définit un nouveau produit parce que nos clients, c'est qu'une petite partie de la société. Je ne vois pas qui sur Terre pourrait ne pas avoir besoin d'un produit Apple. Vous voyez le niveau de prétention. Si je fais un truc pour les ados, c'est pour tous les ados. Si je fais un truc pour les vieux, c'est pour tous les vieux. Si je fais un iPhone, c'est pour tous les pays. Et donc, je vais mettre le maximum pour que ce produit soit la référence pour tout le monde. Comme il y a une universalité de la condition humaine, je fournirai tout le monde. Hein. Donc, satisfaisant tout le monde. Dans ce cas où on a réussi ça, tout le monde est concerné sur le projet, un innovant dans tous ses aspects, satisfaisant tout le monde, ben, la notoriété du produit s'étend bien au-delà de son champ d'activité. Il est connu. Alors, il y a des produits cultes génériques, par exemple le champagne.
Champagne, moi je viens de la Champagne, ça a connu une crise violentissime au début dans les années 1903, ça valait plus rien. Et ils ont réussi à en faire le produit culte de la fête, où les gens, tous les jours, à leur place, vous vendez du champagne, les gens à la télé vous disent « Allez, champagne pour tous, parce qu'on a réussi ». Enfin, toute la société porte votre produit, vous n'avez plus rien à faire. Alors là, c'est génialissime, quoi. Et on vous dit, c'est la Rolls de l'appareil, parce que la Rolls a laissé une image que c'était des choses comme ça. Et donc, c'est lié. Alors, voilà, un produit banal, on dit, on l'a bien poli, voilà, c'est un produit qui est bien. Un produit culte, c'est ça. Toutes les facettes ont été travaillées. Et réellement, c'est-à-dire que quand on regarde, on va dire, ah oui, mais vous avez vu, au niveau de l'esthétique, c'est quand même un produit qui fait la différence. Donc les gens le voient, ils le trouvent mieux qu'un autre qui est plus banal, qui est très technique, mais qui n'est pas aussi esthétique. On va dire, il se recharge beaucoup plus vite, donc c'est un atout. On dit, ben oui, on allait au maximum. Par exemple, Samsung a fait une erreur parce qu'il voulait que ça se recharge le plus vite possible et que ça dure le plus longtemps, donc il a lancé son Galaxy 7 ultra performant, sauf qu'il avait tiré un petit peu trop sur les performances, hein, et qu'il y avait des risques défauts, puisqu'il était aux limites de la techno. Il avait poussé un tout petit peu trop loin, il aurait poussé un petit peu moins loin. Il avait bien le plus performant, celui qui charge le plus vite et qui reste le plus longtemps, après savoir la qualité de l'image, etc. Chaque fois que vous faites bien votre boulot dans un élément, vous avez une facette qui brille. Et on dit le produit culte, c'est comme un diamant, parce que d'où que vous le regardiez, il brille. Il brille parce que vous voyez chaque fois une facette qui est haute. Et en plus, il est très cohérent. Un diamant, c'est un monocristal. Hein. Vous ne pouvez pas faire plus uni, mais il est multifacette. Et chaque facette, elle vous apporte 1-2% d'avantage. Quand vous en avez 50, ça vous fait un produit qui est au-dessus de tous les autres. Parce qu'il accumule, si vous voulez, la valeur. Il accumule la valeur par les différents éléments. C'est une bombe de compétitivité, si vous voulez. Hein. Voilà un petit peu l'esprit. Alors, comment on arrive à ces démarches? Mais on peut avoir une vision de l'innovation qui est push-pull. Hein, la technologie, le marché demande techno-marché, mais ça, c'est un peu dépassé. Entre les deux, il y a la production. Hein, et on peut innover dans la production. Les Anglais ont inventé le téléviseur, mais les Japonais ont inventé la façon de les produire en quantité gigantesque à des prix bas. Hein, la production joue un rôle clé. Il y a des gens qui savent concevoir, mais pas produire. Donc on a des innovations de technique, on a des innovations de marketing, on a des innovations de production. Mais en fait, on a des innovations de tout. Quand on regarde toutes les facettes d'une entreprise, par exemple, ressources financières, on peut avoir une innovation parce que le coût est plus bas. La Duster, on dit, scandaleusement accessible. Elle fait la différence parce que c'est le crossover le moins cher du monde. Il a 10 000 euros de moins qu'un autre avec une fiabilité plutôt haut de gamme. Et donc là, vous avez un avantage prix qui est déterminant dans une société qui est en crise financière. Hein, et donc, en fait, innovation totale veut dire toutes les fonctions de l'entreprise sont impliquées et toutes les facettes du produit ou du service. Quand je dis produit, vous pouvez penser service. En économie, on ne sépare pas les deux. On dit industrie, airlines industry, l'industrie du transport aérien. C'est pas parce qu'on sait que c'est un service, mais on parle dans la production en grande quantité. Alors voilà, produit culte, un chef-d'œuvre collectif, une synthèse créative en harmonie avec la société. Et on n'a pas grand monde qui se bat là-dessus. Dans chaque produit, si vous voulez les automobiles, on sait que Toyota peut vous sortir un truc qui est des potes mortels. Vous avez aussi le groupe Volkswagen avec toutes ces Audi, machin, etc. Vous allez avoir deux grands Allemands, Peugeot et Renault, qui sont venus. Renault a été pendant 3 mois, au début de l'année, premier groupe automobile du monde. Ne pensez pas qu'il reviendra à ce niveau-là, hein, en ayant avec la fusion Nissan et venant d'absorber Mitsubishi, hein, pour info. Et puis il y a 2 Américains, c'est à peu près. Et puis les Chinois qui arrivent, Coréens. C'est-à-dire, c'est des batailles de leaders. Hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'eux aussi travaillent sur le véhicule hybride qui soit le plus performant possible. Hein, et vous avez vu d'ailleurs qu'il y a Macron qui fait la promo du nouveau véhicule très haut de gamme d'EDS. Hein, vous avez vu hier. Bon, ils ont réussi à le caser pour que le monde entier le sache 6 mois avant qu'il sorte. C'était quand même une combinaison, parce que là, on attend le maximum. Du coup, tout le monde a cliqué sur le site de PSA pour voir quel était ce véhicule où vous avez de la dorure à la feuille à l'intérieur. Enfin, je passe sur le niveau. Arriver avec un nouveau haut de gamme. Donc, produit culte. Alors, on verra, il n'est pas forcément de luxe, produit culte. L'idéal, c'est qu'il soit culte et qu'il ne soit pas de luxe. Alors, exemple. Alors, ce qu'on constate, en fait, quand on regarde les produits ou les services, c'est que généralement, par exemple, si je prends les films, tous les affiches voyage, c'est des films qui ont eu au moins 10 Oscars. Alors, soit vous en avez 10, soit vous n'en avez pas, on dit pratiquement.
C'est-à-dire que ça va se concentrer sur très peu, parce qu'il se passe une spirale d'excellence. Vous allez avoir Oscar du meilleur scénario, de meilleure musique, de la meilleure mise en scène, meilleure jeune actrice, meilleur effet. En fait, vous vous retrouvez dans une équipe de gens compétents, au meilleur état de l'art, qui vont se mettre en spirale positive. Quand ça barre, ça peut barrer dans l'autre sens aussi, je peux vous dire, c'est-à-dire que ça va être... Et donc, le film aux 10 Oscars, c'est un phénomène très intéressant, parce qu'on pourrait dire, oui, mais nous, on était bons sur ça, mais pas sur le reste. Hein, ici, par exemple, je prends un des derniers films au meilleur film. Alors, il est meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleure direction artistique, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur son, meilleur acteur, meilleure actrice de soutien. On dit plus second rôle féminin, il ne faut pas dire second rôle, personne n'est deuxième, non. Il faut dire meilleure actrice de soutien, c'est tendance, voilà. Meilleur effet visuel, meilleure trame sonore, meilleur costume, meilleur maquillage. Et donc là, vous voyez, alors ça, c'est très important pour une équipe projet. Une équipe projet, elle va taper haut si les gens reconnaissent les autres autour de la table comme étant très compétents dans leur domaine. Ils n'ont pas envie de travailler avec des brels et vous disent, moi je ne vois pas ce que je fais, c'est une équipe de bras cassés. Et donc la sélection, le fait de dire, il y a les bonnes personnes au bon endroit, qui sont motivés, compétents, c'est clé. Parce que dans ces cas-là, quand vous discutez avec les gens qui ont été sur ces films, ils disent, mais c'était l'occasion de ma vie, parce que, attends, vous imaginez travailler avec lui, avec Besson, avec machin, avec les... C'était l'occasion, quoi. Or, et si vous parlez à un acteur, il vous dit, moi, dans ma vie, j'ai fait 80 films, mais enfin, il y en a 4, c'est exceptionnel. Et on ne tourne pas Quai des Brumes tous les matins, si vous voulez, hein, au 5e élément tous les matins. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, chacun contribue à l'œuvre d'ensemble. On a une relation entre celui qui participe et le projet, qui fait que le responsable, le projet, c'est pour être team leader, c'est-à-dire pilote de projet, lui, le choix des personnes qui vont être autour de lui est très important. Voire récuser quelqu'un qui n'est pas du niveau, parce qu'il va immédiatement plomber le système. D'autres vont dire, oui, mais attendez, il n'y a pas d'équilibre. Or, les gens les plus compétents, les plus motivés, les plus créatifs, eux, ils le savent qu'ils ont ce déport avant, et ils exigent d'avoir des gens du même niveau avec eux. C'est ce qui est tout à fait logique, si vous voulez. Hein, donc, on va avoir cet aspect-là. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui sont géniaux, parce que quand on regarde des produits cultes, on s'aperçoit qu'on a des acquis assez classiques derrière. C'est qu'ils ont été emportés dans un projet dont on avait mis l'objectif assez haut, et avec des gens qui étaient concernés par ce qui les touchait. Hein. Ce qu'on appelle ça une spirale d'excellence. On part et on sent que ça monte. Et par exemple, les films qui ont eu ces 10 Oscars, les gens le savaient avant qu'ils soient finis d'être tournés. Ils sentaient bien qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient été un peu plus loin que les autres sur ces choses-là. Alors si je prends un produit tout simple, moi j'ai pas mal formé des gens sur le parfum. Le parfum, c'est un des produits les plus compliqués à faire. C'est d'une complexité. Il faut au moins 350 professionnels différents pour faire un parfum. Et là, vous voyez toutes les dimensions constitutives. Je n'ai pas rentré dans le détail, on pourrait passer la journée sur ce qui fait la qualité d'un parfum. Mais vous voyez, il y a de la sociologie qui est extrêmement importante. Ce n'est pas pour rien qu'un des plus grands parfums s'appelle l'air du temps, hein, c'est-à-dire qu'il doit être en phase avec son époque. Il y a d'aspects philosophiques, anthropologiques, psychologiques, je passe, culturels et autres. Il y a l'aspect de la vie, ça doit correspondre à un instant de vie, la vie quotidienne ou notre vie, ou un moment clé de la vie pour la personne qui le met. Il y a de l'aspect sensoriel, évidemment, aussi mais sensoriel aussi au niveau des insides, au niveau des symboles, au niveau des espoirs, de la mémoire, etc. Il y a l'aspect du look, hein, sur la relation à la peau, à l'eau, à l'air, etc. Il y a de la chimie, il y a des sciences, il y a de la chimie, de la biologie, de la génétique, de la physique, hein, de la galénique, de la formulation, donc c'est une équipe très technique. Hein. Il y a des aspects au niveau du pack qui est clé, la bouteille que vous voyez, le flacon, on dit, il va jouer un rôle déterminant sur sa cohérence avec le reste, et souvent il demande beaucoup de recherche. Aussi donc le parfum lui-même, le matériau de cela, la touche, l'aspect, aussi le bouchon qu'on appelle le capot pour ceux qui font du parfum. Tout l'aspect séduction, quel est l'élément, qu'est-ce qu'on vend là-dedans au niveau artistique, esthétique, et référence à des réseaux, à des héros, à des désirs, à tout ça. L'évolution par rapport aux tendances, par rapport à son époque, à la mode, à l'histoire, etc. C'est une combinaison très complexe. On est, avec le film, c'est pas pour rien qu'on prend film et parfum, c'est les produits dont le taux d'échec est le plus important quand on lance un nouveau. Ils se lancent, par exemple, dans le monde, environ 300 films par an. Il y en a 25 qui gagnent de l'argent.
Hein, tous les autres, ils vont être éliminés dès la première semaine et oubliés par rapport à cela. Donc on parle des grands succès, mais il y a tous les autres. Parfum, vous êtes dans le même rythme. Hein, la parfumerie, par exemple, dans le monde, lance un peu plus de 100 parfums par an. Il va en rester 4 ou 5. Et un lancement de parfum, c'est plusieurs centaines de millions. Et donc, ça marche. Après, vous en avez qui vont tourner, hein, comme ce qu'on a vu, Trésor de Lancôme, L'air du temps, La petite robe noire, qui est un lancement, c'est ce cas-là, exceptionnellement réussi. Et puis les autres, ils vont tomber dans l'oubli. Donc on est dans des niveaux, c'est un peu comme un roman. Vous avez aussi dans les romans, à la rentrée, il va sortir 250 romans. Vous en avez une vingtaine qui vont amortir les coups, puis vous en avez 5 qui vont dépoter. Donc là, on est dans des cas extrêmes, et je prends volontairement des cas extrêmes. Très difficile de réussir un parfum, ça demande vraiment, et il faut que l'équipe de base soit en forme. On pourrait prendre parfum, mais je ne développerai pas. Alors l'avantage du produit culte, et pourquoi on le recherche, c'est qu'il s'installe dans la pérennité. Hein, un Stradivarius, hein, ça date vous voyez, du XVIIe siècle. On peut dire depuis, on a sacrément progressé quand même, mais ça reste très très cher. Chanel numéro 5, 1922. Il est numéro 1. Alors on dit depuis 1922, c'est pas tout à fait vrai. Il a été 6 fois dépassé par un autre à un moment donné. Et il est redevenu numéro 1. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont passés, qui sont montés, et lui, il a repris son leadership. On regardera le dernier repositionnement de Chanel 5. À droite, vous avez le produit le plus ancien qui se vende, qui soit numéro 1 en France. C'est le service Luxembourg de Villeroy et Boch, hein, qui date de 1748. Alors vous voyez, 1748, il est toujours numéro 1 sur les listes de mariage en France. Il était très innovant, c'était des toutes premières, comment dirais-je, comme on appelle, porcelaine moulée, vous voyez cette forme. Il n'est pas tourné, on peut avoir qu'une forme lisse. Il est injecté en puissance dans un moule qui lui donne, vous voyez, ces formes assez autres, avec un décor sain. La seule chose qui a été rajoutée depuis 1748, c'est un durcissement un peu plus fort pour qu'il résiste au lave-vaisselle. Donc on le cuit un peu plus chaud avec un revêtement de surface qui assure cette résistance plus forte au choc du lave-vaisselle. La Tour Eiffel, produit culte, hein, 1889, toujours le monument le plus visité au monde payant. Hein. Mozart, par exemple, le Requiem de Mozart, ça fait 4 siècles qu'il est numéro 1 de tous les requiems. Alors, on me dire, ça a un sens de parler de marché des requiems. Je laisse, mais enfin, il y en a le second, c'est celui de Fauré. Et Fauré, c'est 2 postures vis-à-vis de la mort, si vous voulez. Le requiem de Mozart vous donne une attitude vis-à-vis de la mort qui n'est pas la même que celle de Fauré. Et après, vous en avez d'autres, mais ils arrivent loin derrière. Il y en a un qui a 40%, l'autre qui a 25%. Je passe. Si vous regardez le marché des ventes de requiem. Il est bien évident que Mozart n'est pas parti en disant « c'est quoi le marché des requiem en ce moment ? Est-ce qu'on peut faire une poussée ?» Il a demandé au service marketing, il l'a fait parce qu'il avait perdu son père, avec qui il était fâché, il voulait absolument lui rendre hommage, et à l'occasion d'une commande, parce que son père était mort, il va faire la plus puissante chose qui ait jamais été faite. Bon. Et ça, les entreprises recherchent cette pérennité. Ce qu'ils cherchent, c'est un produit qui se vende bien et longtemps. Ils ne cherchent pas du tout à ce que ça dure le temps d'un feu de paille, parce que ce n'est pas ça qui assure la continuité d'une entreprise. Elle a besoin de choses, et voyez ces choses-là. Par ailleurs, le produit culte initial, il ne faut pas rater le lancement. C'est-à-dire que c'est un produit qui va s'installer comme étant dans ce qu'on peut faire de mieux, et puis il va vivre sa vie. C'est-à-dire que la société va continuer à évoluer, et le produit culte, il doit se renouveler. Il y a des produits cultes qui sont passés, qui sont repartis presque aussi vite qu'ils étaient arrivés. Il marquait tellement les années 60, il marquait tellement un moment. Par exemple, quand je parlais de Chanel 5, il y a eu un parfum qui avait été lancé par Worth qui s'appelait « Je reviens » et qui a eu un succès fou au moment de la guerre de 40. Tous les Américains offraient ça à leurs femmes, c'est marqué « Je reviens ». Donc elles gardaient ça sur la cheminée, il avait mis « Je reviens » au nom d'une pipe. Donc c'était symbolique, ça. Toutes les femmes de soldats dans le monde ont acheté « Je reviens ». Et Chanel 5 est passé en dessous. Et puis à la fin de la guerre, tous les soldats américains sont revenus avec du Chanel 5. Chanel 5 a repris, je reviens, il était revenu où il était mort, donc ça n'avait plus de raison d'être en termes de position. Chanel 5 a repris sa position de mythe, et Marilyn Monroe en a rajouté 3 caisses, en plus, en disant la nuit, qu'est-ce que vous mettez la nuit, 3 gouttes de Chanel 5, donc voilà. Et le mythe est reparti. Donc un produit culte, il faut l'entretenir. Et ça, c'est difficile à faire. Moi, j'ai vécu, justement, en termes méthodologiques, l'essai de repositionnement de Danette, par exemple. J'ai vécu celui de Chanel 5 aussi. Les gens n'osent pas toucher à un truc qui fait des centaines de millions. Danette, c'est 40 fois le poids de la Tour Eiffel en production par an.
Vous avez des usines, vous les changez, vous dites on va cuire ça plutôt que faire autre chose, vous mettez 2000 personnes au chômage et vous créez 3 usines nouvelles ailleurs. Et donc, du coup, c'est là où je vous dis qu'il y a de l'inertie, hein. Une sacrée inertie, parce que or, à un moment donné, le produit culte, il va commencer à dériver. Il commence à se détacher du monde, hein, et on va le voir pour Chanel 5. Alors, autre problème qui entraîne cet éclatement. Alors, je m'excuse, il y a quelques slides en anglais, parce que j'ai fait le dernier exposé en anglais, je n'avais pas remis au jour, mais ça ne doit pas vous déranger beaucoup. Aujourd'hui, on a un marché high-tech, premium high-tech. Les technophiles, c'est 15% de la population, qui vont se jeter comme une bête sur le dernier iPhone 7, 7E, 7X, 7Z, 8A, voilà. Donc, high-tech innovation. Puis on dit qu'il faut du digital, donc des innovations digitales pour le monde digital. Low cost. Ah oui, il faut du low cost, parce qu'attention, 40% de la population n'a pas les moyens de ses ambitions. Si on ne fait pas des produits accessibles, on va dégager. Triple A, on appelle ça. Ça vient de l'Inde, ça veut dire accessible, affordable, available. Est-ce que c'est réellement accessible, disponible et pas cher? Hein, alors, si ce n'est pas le cas, on s'en fout. Inclusive, inclusive, qui touche tout le monde, hein, c'est carrément tout le monde. Inclusive, si vous êtes Veolia, vous devez fournir l'eau dans le monde entier à tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas la payer. Votre offre doit intégrer tout le monde. Inclusive, ça revient très fort. On dit on va vacciner les gosses, on vaccine tous les gosses. On fait l'éducation pour tous, c'est pour tous. On met l'adduction d'eau, c'est un robinet dans toutes les maisons, pas une maison sur 3. On met l'électricité dans une ville, c'est toute la ville qui a l'électricité, c'est pas une maison sur 2. Et ça s'appelle inclusif. On dit, est-ce que vous touchez bien tout le monde? Par les temps qui courent, c'est clé. Vous devez bâtir des offres où il y en a qui payent, il y en a qui payent pratiquement pas. Il y en a qui paient un peu, c'est pas facile à monter. Sustainable, ah bah oui, hyper tendance. Il faut que ce soit durable. Donc gamme verte, mais gamme verte, ça fait un peu rincard. Il faut que ce soit sustainable. Alors, innovation citizen, est-ce que vous faites de l'innovation citoyenne? Est-ce que les gens étaient associés? Est-ce que les assos ont été associés? Et innovation responsable? Il y en a qui vous disent, oui, mais vous n'êtes pas dans les critères de l'innovation responsable. Alors là-dessus, chacun met ce qu'il veut. Responsable de quoi et de qui? RSE? Oui, non, plus compliqué. Innovation sociale, très tendance. Innovation humaniste, on a vu. Innovation pour les personnes âgées. On dit, ah oui, mais c'est pas très grey, ça. Les chiffres sont trop petits, ça demande de courir, c'est pas bon. Alors, le risque qu'il y a dans la gamme des entreprises, c'est qu'on éclate la production, les innovations de façon fonctionnelle. Alors là, on part déjà, on éclate par pays, déjà, on éclate par niveau de revenu. En plus, on éclate les éléments, donc le risque d'une offre éclatée que l'on a vu au début, mais qui se justifie par ça. Résultat des courses, ce qu'il faut, c'est qu'on ait tout ça dans la solution. On veut un produit qui soit high-tech, qui soit digital, qui soit low-cost, qui soit inclusif, qui soit sustainable, ce qui nous ramène à ces produits extrêmement travaillés, qui intègrent l'optimum et qui est fourni à tout le monde et qui permet de faire beaucoup de volume. Innovation totale pour une vie meilleure, ça s'appelle aujourd'hui. Et vous avez pas mal de groupes qui sont sur ça, Bayer, Bouygues, enfin les grands. 300 grands groupes mondiaux sont engagés à faire des innovations pour une vie meilleure, hein, et qui soient dans ces critères-là. Donc, ce qui met la barre, vous voyez, on ne peut pas juste dire « Ah, tu me prévois un truc qui fonctionne en 4G », ça ne suffit pas. S'il y a des fils qui dépassent, c'est pas beau. Si c'est trop cher, ça ne passe pas, etc. Hein? Alors, par ailleurs, pour que ça marche, il faut répondre aux attentes de la société. D'où viennent tous ces petits galopins? Ils viennent visiter le musée? On peut peut-être fermer un peu. Alors, attente en matière d'innovation, Dieu merci, aujourd'hui on peut faire des analyses sociologiques approfondies. Ça, c'est le cahier des charges de la société. Et faites attention, il faut être vraiment dedans. Hein, me simplifier la vie, les gens en ont ras-le-bol que la vie soit compliquée. Vous faites, par exemple, on a regardé des produits, vous faites un produit nouveau, beaucoup plus performant, mais plus compliqué à utiliser. Un peu plus compliqué. Ce qu'avait été, par exemple, quand la SNCF avait lancé son nouveau système de réservation Socrate. Ça a été un drame total. C'était beaucoup plus compliqué. Il fallait une demi-heure pour avoir un billet. Pour voir tous les billets de la Terre avec 280 tarifs différents. Hein, mais c'était inutilisable. Me simplifier la vie. 2, préserver l'environnement de la planète. 3, être accessible au plus grand nombre. On l'a vu, mais c'est ce que demandent les gens. C'est-à-dire que ce soit accessible. Améliorer le rapport entre les individus. Pas que ça segmente la société, on dit que la société est éclatée, et donc il y a les happy few qui peuvent se payer des tablettes à 700 balles, puis les autres qui n'ont rien. Non, hein. Dépasser l'effet de mode et durer longtemps, ça c'est une revendication montante.
Hein, on dit, attendez, votre truc, je reviens 3 mois après, on me dit, ah non, non, mais on ne fait plus, c'est déjà dépassé, il fallait autre chose. Donc les gens veulent des produits plus durables, me projeter dans le futur, réenchanter mon quotidien, me donner plus plaisir de faire une activité, bouleverser les normes sociales, ces tendances, me faire ressentir de nouvelles sensations. Donc ça, c'est le cahier des charges de la société. Donc vous voyez, de l'individu. On a vu ceux de la société, il y a les individus, et il y a cette multiplicité des projets. Et on peut l'analyser, ça. Vous voyez, par exemple, là, ils disent plus simple, est-ce que c'est vérifié Google Trends, toutes les recherches sur le web, et vous apercevez, effectivement, les gens, la demande simple est très forte, digital, c'est retombé, parce que les gens, c'est banal, c'est une commodity, le fait que ce soit digital, ça ne suffit pas, tout est digital, de toute façon, il n'y a plus rien d'analogique, donc c'est pas ça qui va les faire sauter en l'air. Et par contre, la simplicité augmente tout le temps, donc on a bien la preuve que si on ne fait pas simple, on va se ramasser une pelle. Bon. Et pareil, je prends par exemple sur la rapidité, les gens trouvent qu'ils ont le temps de rien, ils veulent des trucs rapides. Ça s'utilise simplement et rapidement. Il n'y a pas de temps de mise en route long, et vous voyez, simple et rapide, la vitesse où ça va par rapport à digital. Digital, c'est le moyen de, mais ce n'est pas l'objectif. Simple et rapide, c'est un objectif. Hein, vous dites c'est plus simple et ça s'utilise en 10 secondes, c'est mis en place. Avant, c'était une demi-heure, et puis c'est pas compliqué. Donc, il y a tout le développement de stratégies d'innovation totale. Hein, c'est-à-dire qu'on vous dit, voyez, c'est le produit, nous, on a une grande marque, ça s'appelle Evian, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Du moins, c'est nous, notre entreprise vous dit, c'est ce que je peux faire de mieux. Si quelqu'un peut faire mieux, tant mieux. Et donc, on a un produit nouveau qui est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, pour la société d'aujourd'hui. Hein, voilà, c'est ça l'objectif. Et la relation de confiance entre la société et une marque est liée à ça. Est-ce qu'elle nous fournit ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui avec les techniques d'aujourd'hui? Point barre. Si elle fait très bien ce qui était avant-hier avec les trucs d'hier et d'avant-hier, ça ne m'intéresse pas. Et puis si elle prend des risques avec des techniques nouvelles non prouvées, ça ne m'intéresse pas non plus. D'où c'est un deal particulier. Quand vous êtes dans une grande entreprise, la marque est connue. On attend d'elle qu'elle délivre ce qu'il y a de mieux. Hein, en disant, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, faites-moi confiance. Hein, j'ai des équipes, je sais produire, je l'ai au meilleur prix, dans les meilleures conditions, c'est ce qui correspond mieux à ce que vous attendez. D'où vision humaniste aujourd'hui, hein, grosse tendance, améliorer la vie des gens. On en a discuté la fois dernière, l'importance de répondre aux besoins de la vie, que soit accessible, écologique, humaniste, corresponde à la vie réelle, soit progressiste, valorisante pour les individus, et donc technologique, mais la technologie est à l'intérieur. Technologie inside. C'est agréable, c'est bien, ça fait moins mal, c'est plus beau, parce que j'ai combiné des techniques révolutionnaires. Hein, voilà. Alors ici, je vous ai mis les... Alors, nous, on a débriefé beaucoup, je pense le plus de produits cultes, parce qu'on s'impose depuis 20 ans, tous les ans, d'analyser pourquoi réellement un produit était culte et de voir ces éléments distinctifs. Pourquoi Pokémon Go atteint ce niveau-là? Pourquoi tout ce que vous voulez. Les produits cultes de l'année. Une dizaine. Alors on trouve, ce qui est stupéfiant, c'est que sur une centaine de produits et services cultes, je vous en ai montré quelques-uns, on trouve énormément de points communs, à tous. Donc ça ne tombe pas du ciel. Alors je vous donne des éléments clés, parce que ça, vous en allez en avoir besoin demain quand vous allez travailler sur un truc qui soit idéal. Et puis même, après, qu'on fera une petite réflexion. 1. Multiplicité des innovations constitutives. Alors très souvent, on nous dit, mais pourquoi c'était un succès? C'est parce qu'ils avaient mis... Pourquoi? Mais il y a 25 réponses. Pourquoi il a fait un succès pareil? Parce qu'il était effectivement recyclable, parce qu'il avait un goût exceptionnel, parce qu'il était produit avec une qualité qu'on n'avait pas vue avant, parce qu'il arrive à un prix qu'on n'avait pas avant. Il y a toujours un pack. C'est jamais une raison. Un produit qui n'a qu'une raison, un truc, ça n'existe pas. Intégration du meilleur état de l'art dans tous les domaines. C'est des produits qui sont vraiment en phase avec leur époque. Alors il y a des fois, l'état de l'art n'a pas beaucoup bougé. Hein. Dans les céramiques, on a des céramiques de l'époque romaine qui se vendraient très bien aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les technologies n'évoluent pas aussi vite qu'on le croit. On le voit d'ailleurs dans l'artisanat, on le voit dans les produits, on utilise une technologie parfaitement maîtrisée. En Chine, c'est une obsession. Un nouveau produit, on dit, listez tout ce qu'on a gardé de notre expérience, hein, de tout ce qu'on a, 30 000 qui marche bien, et voyez ce que vous avez rajouté de nouveau. Donc on sait, sur chaque point, on peut dire, je pense que sur ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et ce qui veut dire qu'il y a une responsabilité importante de chaque personne responsable de la conception. Multiplicité des approches créatives dans un concept simple.
on revient à la fin, le produit culte, il est perçu directement. Par exemple, dans la Swatch, il y a 151 innovations majeures par rapport et on passe à 51 pièces au lieu de 250, notamment. Donc la Swatch est une simplification, du coup il n'y a pratiquement plus de panne, parce qu'il y a trop peu de pièces en mouvement pour qu'il y ait des pannes, du coup on la remplace par simple échange, on a pu la faire réparer, on vous l'échange instantanément et tout. Et donc 251 innovations, pourtant n'importe qui comprend en 5 minutes que l'avantage d'une Swatch. Hein, en plus, elle est suisse, Watch, une montre suisse, en plus ils ajoutent tout, je pourrais débriefer la Swatch, je ne peux pas le faire là. Facettes multiples, chacun l'aime pour une raison différente. C'est ce que j'évoquais avec le diamant dont les facettes brillent. Alors, vous avez un produit culte, quand vous faites une enquête, on dit pourquoi vous l'achetez, les gens vous donnent des raisons très différentes. Là, c'est que vous avez réussi une synthèse exceptionnelle. J'aime parce qu'il a un goût de truc, il a un toucher fantastique, la boîte est belle, j'aime bien le nom. Waouh, ça veut dire que vous êtes vraiment dans le... Vous voyez, c'est comme les pies qui sont attirées par des trucs qui brillent. Hein, c'est-à-dire que vous avez fait un tour autour du produit. En plus, il est bien emballé, il est facile à monter, il fait pas mal, il n'est pas dangereux, il n'est pas trop cher, on peut le confier à des enfants. Enfin, bref, hein, il y a cet aspect global qui fait qu'on a envie de ça plutôt que d'autres choses. Lien à la société, parfaite adéquation à un ou à des fondamentaux de la société. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la référentielle vie. On dit ça venait en société parce qu'il y a un problème de fond qui est la douleur, et donc j'ai essayé de traiter la douleur ou la dignité des gens quand ils sont dans un hôpital. C'est qu'on va répondre à quelque chose qui a un sens profond au niveau sociologique. Est-ce que là, il y a une adéquation fondamentale de la société ou pas ? J'offre souvent, dans les pubs, vous allez dire, vous n'aurez plus à choisir entre premium et qualité de service ou entre... On correspond fondamentalement. S'il n'y a pas de référentiel sociétal fort, il y a peu de chances que le produit soit culte. Il n'y a pas de raison que les gens vouent un culte à quelque chose qui n'est pas en phase avec la société. Or, vous avez les évolutions de la société. Ça peut être simplissime, ça peut être raison que vous voulez. Symbole d'un état d'esprit, d'un moment de la vie ou d'un vécu. Trésor, par exemple, c'est l'épanouissement de la femme entre 30 et 50 ans. C'est un moment clé de la vie, on se sent bien, c'est un état d'esprit, ça correspond à quelque chose qui est très ressenti par les personnes. Si vous êtes sur, par exemple, les parfums pour les... Comment ça s'appelait ça ? Anaïs, ça correspond à l'adolescence, c'est très ciblé, c'est le symbole même de l'adolescence au niveau du parfum, par exemple. Hein. Autre, lieu de rencontre, de partage, d'échange et de souvenirs, c'est-à-dire le produit devient un lieu de rencontre. Vous voyez des gens qui se rassemblent parce qu'ils ont eu la même voiture, encore maintenant, rassemblement de 5002 chevaux, parce que ça évoque quelque chose pour eux, parce que c'est un moment de leur vie, c'est là qu'ils ont dragué pour la première fois, c'est la première caisse qu'ils ont eu, enfin tout ce que vous voulez, qui fait que c'est un lieu de... Si le produit n'est pas un lieu de partage, d'échange, de souvenirs, il n'a pas de raison d'être porté au nu. Hein, en phase avec les rêves et désirs qu'il concrétise, hein, donc on a une forte action, on va jusqu'aux rêves et désirs. On a vu dans la réponse à la société, on aura une journée que là-dessus, comment taper le plus haut possible dans le ressenti des gens. Pas juste le besoin ou la demande, pas juste l'attente ou le souhait, mais aller capter les désirs et les envies et les rêves et les idéaux. Auquel cas, on augmente considérablement la valeur. Hein. Et respecte la part de création et de rêve de l'individu. Ça, c'est très important. Le produit culte, il n'est pas sticky. Il ne colle pas trop loin, il ne va pas trop près de l'individu qui, lui, a sa part... Il faut garder une certaine distance pour que lui puisse bâtir son rêve sur le produit ou le service. On estime qu'un tiers de la valeur d'un produit ou d'un service ne vient pas du produit, du service lui-même, il vient du regard que celui qui peut l'utiliser porte sur ce produit. Par exemple, quand on avait reçu le fondateur de Playmobil, qui est mort malheureusement depuis, un monsieur vraiment incroyable, qui nous avait montré ses Playmobil, en disant, vous savez, je pourrais faire des trucs beaucoup plus représentatif. Je pourrais faire Tintin, le Capitaine Haddock, Harry Potter. Là, je vous fais un petit bonhomme, vous avez vu, pour cette équipe. Pourquoi ? Il dit, mais moi, ça s'appelle Playmobil, en avant les histoires. L'enfant, il a besoin de jouer, de développer son imaginaire. Et donc, si je lui mets Tintin, il fera rien d'autre que du Tintin. Et puis, il a déjà lu tous les bouquins, donc sa marge de création est pratiquement nulle. Là, je lui mets quelque chose qui un jour sera Tintin, un jour sera son grand frère, un jour sera son père, un jour sera Harry Potter, il en fera ce qu'il voudra. Je le laisse, lui, créer sa part d'imaginaire et de valeur par rapport aux produits. Et assez souvent, on a des produits qui sont beaucoup trop collants parce qu'ils ont tout cadré et donc ils vous imposent quelque chose. Hein, par exemple, dans
Dans le cas d'Anaïs, par exemple, c'est intéressant parce que c'est un parfum qui est fait pour les adolescentes. Or, les adolescentes, ils sont plein manichéisme adolescent, on appelle ça. Hein, c'est hyper génial ou c'est complètement nul. Il n'y a rien entre les deux. J'ai nul, ça n'existe pas. J'aime pas. Putain, j'aime pas les roses, c'est nul, ça me fait penser à ma mère, je sais pas quoi, j'aime pas le... J'aime pas. Et donc, comment faire un parfum qu'elles aiment alors que c'est violentissime? Déjà, on leur impose une vision de la beauté. Non, Anaïs, c'est le nom nouveau romain d'Altaïs, la déesse de la beauté en Mésopotamie. Il n'y a aucune représentation de la beauté d'Altaïs. Donc, vous êtes tranquille. Anaïs, ne risquez pas d'imposer, c'est une grande blondasse ou je sais pas quoi. Elle existe que dans l'imaginaire. Bon, donc vous êtes tranquille, ça, Anaïs. Pourquoi doublonner? On va dire, mais pourquoi Anaïs? C'est comme Boutros Ghali, pourquoi vous répétez 2 fois? Ben oui, mais il y a une double personne, l'adolescente, elle est encore enfant, elle est déjà femme, c'est l'époque de l'amitié, elle a une bonne copine, le doublon était clé, c'est le marketing de L'Oréal qui a dit non, il faut le doublonner pour qu'il y ait bien cette variante. À faire, et au niveau des fleurs, vous avez la bouteille, si je vous montre une bouteille d'Anaïs, vous diriez, c'est quoi la fleur? Alors là, c'est justement chacun bâtit son... Et on dit, bah, c'est une rose, non, c'est un lys, non, bah non, c'est une... Ah, la fleur contre... En fait, c'est une fleur qui n'existe pas. Si on met une fleur qui existe, il y en a moitié qui n'aimeront pas, de toute façon. Parce qu'elle dit, ah, c'est du lys, ça fait première communion, c'est nul à chier. Bon, puisque ça s'adresse aux adolescentes, elles vous sautez à la figure au premier virage. Et donc, on leur laisse bâtir leur truc, vous mettez une fleur qui n'existe pas, chacun, il voit la fleur qu'il veut, vous faites une enquête, vous dites, dites-moi la fleur que c'est, vous en aurez 12 qui vont sortir. Donc chacun projette une partie de son imaginaire, il projette sa vision de la beauté, et donc un produit culte, pour être culte pour tout le monde, ça suppose qu'il s'impose, que chacun puisse bâtir son imaginaire dessus. Ça vous paraît rien, mais c'est fondamental. Hein. Autre point, métier, ben, alors là, quand vous rentrez dans le produit, métier chef-d'œuvre, hein, métier poussé au niveau d'un art. Aucun produit culte n'est un truc merdique, hein. C'est-à-dire on est frappé de la qualité technique qu'il y a derrière. C'est un produit du métier. Un des points qui est oublié souvent dans l'innovation, c'est le métier. Évidemment, un nouveau saucisson, c'est un charcutier qui l'a conçu. Un nouveau bâtiment, c'est un architecte. Et le cœur artificiel, c'est un cardiologue, comme par hasard. Bon, évidemment, le métier va jouer. Celui qui va être le réalisateur du point, c'est celui qui maîtrise le métier. Ou ceux qui maîtrisent le métier. Faites pas un nouveau film sans cinéaste, sans metteur en scène, sans dialoguiste, sans charger des gens qui savent bâtir un scénario, qui sont acteurs. Et donc, c'est un rassemblement de métiers, poussés au meilleur état d'un art. Et généralement, dans le projet, on va dire qu'il me faut des gens très solides sur cela, qui sont au meilleur état de l'art. Hein, de l'art dans le sens homme de l'art, hein, en plus de mention artistique. Point de rencontre entre des grands professionnels. Les grands professionnels, ils aiment bien, de temps à autre, avoir un super projet qui soit à leur taille. En disant, là, on est sur un projet, là, ça va dépoter. Dans sa vie, on aime bien être sur quelques grands projets, comme un grand film, Ceux qui ont travaillé sur le pont de Millau, de la Fage, ils en parlent encore, quoi. Parce que vous n'avez pas tous les matins ça à faire. Et que donc là, le projet a été tenu, il a été terminé 3 semaines en avance, 2% en dessous du budget. Vous pouvez y aller, hein, c'est un des plus, alors que c'est un des plus difficiles. Mais il y a eu 15 ans de préparation, de réflexion avant de couler le premier morceau de béton. Technologie au service unique de l'utilisateur. On ne retient que ce qui va donner un avantage pour celui qui est utilisateur. Le reste, on le dégage parce que ça va faire de l'over-design. Ça, c'est une obsession. En quoi ça améliore Je me rappelle, par exemple, chez Citroën, ils avaient fait une... C'était je ne sais plus comment elle s'appelait. CX. Elle était la première voiture avec un haillon arrière en composite. Mais tout le monde s'en foutait, tout comme de l'or en marque. Déjà, ça coûtait la peau du cul. 2, ça se peignait très mal parce que le composite prend très mal la peinture. Et 3, ça retardait la production parce qu'il fallait le temps que ça refroidisse, alors que tout était embouti. Alors on disait c'est une première mondiale, mais c'est une première mondiale, on n'en a rien à foutre. Hein, et d'ailleurs, ils ont arrêté de faire truc. C'est juste se faire plaisir d'ingénieur. Vous faites aussi le premier au monde à faire un verre qui ressaute comme ça et ça vous met de l'eau partout. Enfin, donc il faut être sûr que là où on met la différence, on augmente la valeur. Hein ? Industrialisation massive. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut produire ça en quantité industrielle avec la même qualité pour que ce soit accessible au plus grand nombre? Alors, quid du luxe? Sachez, Chanel, par exemple, lui, il produit 5 millions par an de rouge à lèvres, comment il s'appelle leur produit phare, là. Sylvie, tu dois connaître ça. Le nom du rouge à lèvres hyper tendance chez...
Non, Rouge Baiser, ça a été fait par un producteur. Ça, je vous ferai l'histoire de Rouge Baiser maintenant, je connais à peu près. Non, non, le nom m'échappe. Mais enfin, ça va revenir. Ou celui de Dior, par exemple, qui avec de l'oxyde de titane, 12 brevets. Ils en font des millions. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens luxueux, des gens pétés de thunes qui achètent ça. C'est que dans la part des gens, ils ont besoin de leur petite part de luxe aussi. On va dire, je fais attention à tout, mais quand même, pour mon maquillage, j'ai mon petit truc à moi. Je ne vais pas prendre du Miss Hélène, hein, je prends ou je m'intéresse au piano, etc. Alors dans les produits de luxe, on va dire, il n'y a pas trop d'industrialisation massive. Oui et non, hein. En ce moment, je veux dire, les géants du luxe que vous voyez, les Richemont, etc., les LVMH produisent en quantité considérable. On découpe la toile cirée, enfin je dis toile cirée pour les embêter, mais de Louis Vuitton par 50 épaisseurs au laser. Enfin, on n'est pas, on ne coupe pas avec des ciseaux à l'ancienne et coudre avec un air de bœuf, vous voyez, avec une aiguille en os assis par terre. Hein. Faut faire la séparation entre le mythe ou du chocolatier suisse qui remplit chaque truc. Quand vous visitez l'usine, vous comprenez ce que c'est. Donc, industrialisation, sinon c'est élitiste. J'y quitte du luxe parce que le luxe a un champ un peu particulier. Vision, nouveau paradigme. Idéalement, c'est un nouveau paradigme. La Swatch, c'est un nouveau paradigme. C'est une relation à la montre qu'il n'y avait pas eu avant. Un initiateur de nouveau. Donc, et là, on est bien dans l'innovation. J'ai introduit quelque chose de nouveau. J'ouvre un nouveau segment. Des autres le copieront, mais c'est moi qui l'ai ouvert. Renault faisant l'espace, par exemple. Tous les autres constructeurs ont dû faire, ils sont groupés à 3, Fiat avec Volkswagen et PSA, pour sortir un monospace, pour ne pas avoir un trou dans leur gamme. Mais le coup était lancé, l'espace est resté leader. Hein. Ça, les entreprises adorent. Elles se disent, quand on raisonne sur long terme, vous dites, il va arriver des nouveaux segments, il va arriver des nouveaux concepts. J'aimerais que ça vienne de chez nous. Ça, souvent, les PDG me disent ça. Il vous dit, ça arrivait, ce qui était nouveau. On sait bien que dans 10 ans, on va avoir des nouveaux types de produits. Ce qui mince, ce serait que ça vienne de chez nous, nom de Dieu. Parce que c'est un moment qu'on n'a pas mené le bal. Pourquoi c'est pas venu de chez nous? Ils n'ont pas le moment de s'exprimer, ils n'ont pas le temps de se rencontrer, on ne leur donne pas les moyens. Mais j'aimerais bien, de temps en temps, que ça vienne de chez nous. Voilà. Parce qu'on a réussi ça plusieurs fois dans le passé. Hein, donc, être celui qui introduit cette nouveauté. Hein, segment nouveau, nouvelle tendance, nouvelle vague. Hein, nouveau regard, voilà. Vous savez, même à Cannes, il y a un prix nouveau regard, un certain regard. Et souvent, c'est une synthèse dialectique d'une opposition logique. Vous allez me dire, là, ça devient un petit peu compliqué. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Dans la version la plus dégradée, ça s'appellera du 2 en 1. Ça veut dire quoi, synthèse dialectique d'une opposition logique? Je prends l'exemple dans le chocolat, quand a été lancé Crunch. Vous avez 2 sensations clés pour en bouche. Il y en a une qui est le craquant, croustillant, qui donne cet effet qui est agréable, la croûte craquante du pain par rapport au mouk à l'intérieur, et vous avez le fondant qui donne un autre point d'esprit. Les deux étaient considérés comme incompatibles. Parce que si vous êtes craquant, vous êtes sec, etc., vous ne pouvez pas être en même temps avec du fondant. Si vous mélangez les deux, par exemple, ça va vous faire une sorte de patagouilla qui n'est pas bon. Et quand Nestlé a lancé Crunch, ça a une petite couche très dure sur du chocolat fondant. Le fournisseur, c'est une petite boîte suisse qui a un monopole qui leur vend la peau du cul, la façon de traiter ces grains de riz soufflés qui doivent résister dans la plaque à être présents avec un côté de trucs qui sont gras et qui normalement doivent dissoudre la gaufrette. Hein, ça devrait être ramolli, après ne plus avoir du tout de tenue. Or là, vous prenez crunch, crunch, les deux, l'un et l'autre. Et d'ailleurs, pour se débarrasser de ce fournisseur un peu trop cher à leur avis, ils ont passé un contrat avec un autre pour leur fournir à peu près la même chose. Ils ont perdu moitié de part de marché dans la semaine suivante, donc ils ont arrêté tout de suite. Ils sont revenus au fournisseur précédent parce qu'il avait réussi ces trucs exceptionnels d'arriver à faire les deux. Et donc là, vous avez une synthèse dialectique d'une opposition logique. C'est fondant ou c'est croustillant, et vous récupérez les deux, c'est fondant et croustillant. Alors, je prends un autre exemple pour des trucs basiques, mais appliquez-le ça s'applique dans les satellites, dans les fusées, dans tout ce que vous voulez. Alors, vous prenez par exemple la confiture, c'est bien, ça se garde longtemps, vous gardez le pot très longtemps chez vous, mais il y a 55% de sucre par rapport à des fruits, donc c'est très très sucré. Maintenant, c'est un marché qui tombe parce qu'à petit déjeuner, on dit il y a trop de sucre. Alors vous avez la compote. La compote, c'est bien, mais ça ne se garde pas. La compote, on met beaucoup moins de sucre, mais c'est frais. Confipote, punaise, ça a réussi à faire de la confiture avec compote. C'est-à-dire, ça se garde et il n'y a pas beaucoup de sucre. C'est une synthèse logique, c'est une synthèse dialectique d'une opposition logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez résoudre une contradiction.
Et vous le voyez un peu, on dit vous n'aurez plus à choisir entre toc et toc. Là, c'est le coup de génie sur un nouveau produit, où on vous dit 2 en 1, ça fait 3 en 1, ça démêle, ça truc, ensemble. Mais c'est une version dégradée. Au niveau philosophique, c'est une synthèse dialectique d'une opposition logique. Hein, ça paraît un peu... Mais je vous donne les clés de produits. Donc ça, cette trame-là, elle est commune aux 100 produits cultes qu'on a débriefés et des monstres. Donc on est frappé que ça tape quand même assez loin et c'est pas si simple à réussir, sinon tout le monde réussirait. Hein. Alors sachez que beaucoup de produits cultes adoptés universellement ont été définis pour une seule personne, ce qui peut paraître contradictoire. Parce qu'on dirait, ben oui, mais un produit culte, ça veut dire qu'il répond à tout le monde, on fait une enquête sur tout le monde, pas vraiment. Ici, je vous en donne quelques-uns. Dunlop, par exemple, le père Dunlop, il a défini la chambre à air, le pneu plus exactement, caoutchouc de chambre à air, c'est Michelin, pour son petit-fils. Il se faisait mal au dos parce qu'il roulait sur des pavés avec des roues en fer, avec son tricycle. C'est pas possible de trucs comme ça, un truc amorti, c'est bricoler un pneu. Puis tout le monde a trouvé ça bien, du coup on l'a mis sur les vélos, puis sur les boîtes et tout, mais il l'avait fait pour son petit-fils. Pascal, la calculette de Pascal qui est là dans le musée, elle a été faite par Pascal pour son père, inspecteur des impôts, qui passait des nuits à faire ses calculs pour les choses comme ça. Et puis la calculette, ça marchait. Le Walkman, c'était défini par un directeur de Sony pour son petit-fils. Hein, l'aspirine, ben, Hoffman l'a fait pour son père, qui avait des maux de tête effroyables. La vraie, quand on dit quand on a moitié de la tête qui fait mal, là. Et donc, c'est une vraie bombe, l'aspirine. Il a été encore aujourd'hui, c'est le médicament le plus vendu au monde. C'est le premier médicament chimique qui est toujours le plus vendu, s'en vend 30 par habitant de la Terre par an. Hein, 180 milliards par an, et elle n'aurait pas son autorisation de mise sur le marché aujourd'hui, tellement il y a des effets secondaires, hein, pour vous donner une idée. Et lui, il a été jusque-là par empathie pour son père. Hein. Il souffrait de, comment on appelle ça, quand on a moitié de la tête qui fait mal, migraine. On dit oui, migraine, c'est parce que normalement ça touche qu'une partie du cerveau, et donc c'est moitié. Jacuzzi, ça a été fait par un émigré italien aux États-Unis, qui était maçon, et qui à cette époque-là, enfin, c'était le boom américain des années 50, construisait des maisons et des piscines. Il a un enfant qui va mourir d'ailleurs de la sclérose en plaques, qui faisait des traitements avec des jets chauds, il fallait aller dans un hôpital. Et donc lui, il a bricolé chez lui, comme il savait faire une piscine avec des jets qu'il était mieux là-dedans, ça le soulageait. Il a invité ses copains, tous ils ont trouvé ça génial. Et puis il en a fait un pour les voisins, pour d'autres, c'est devenu un point. Donc vous voyez, Latoflex, c'était le directeur belge d'un Lopilo. Il vendait des matelas avec des ressorts. Bon, depuis toujours. Il a un accident de moto, il se casse les reins. Il est bloqué en position horizontale pour sa colonne vertébrale. Et puis en rééducation, il dort sur une planche, un peu souple. Et il trouve qu'il n'a jamais aussi bien dormi que sur une planche, lui qui vendait des ressorts, qui était mou. Et donc il a dit, mais c'est pas possible, on dort mieux sur une planche que sur des ressorts. Il connaissait un rayon sur les matelas, puisqu'il était le distributeur exclusif de Latoflex, pour vous dire. Hein, et donc lui, en revenant, il va dire, je vais essayer de faire un truc sur lame de bois, comme on a fait, parce que c'est plus agréable. Il va le monter en version civile, si vous voulez, c'est pas pour les hôpitaux. Il va faire un tabac avec un matelas qui n'est fait que de lame de bois. Hein, donc voilà, c'était pour lui. Hein, je vous penserai, poil Tefal, c'était pour sa femme, parce qu'elle laissait tout le temps le lait sauver, donc il a trouvé un moyen de mettre du téflon sur l'aluminium. Tefal, c'est-à-dire téflon aluminium, hein, avec un système d'ancrage. Le Requiem, Mozart le fait que pour son père. Mais comme tout le monde dans sa vie perdra un jour ses parents et aura un moment d'émotion, il envoie quelque chose qu'un moment qui traite un petit peu, enfin, comme je dirais, qui apporte un certain réconfort par rapport à la vision de la mort. Donc il va toucher l'universalité comme ça. Beaucoup de parfums ont été faits que pour une seule personne, pour séduire une femme, etc. Hein, mais aussi SAP, Katia, je passe. Donc, ce qui est un peu paradoxal, parce que les gens disent, mais alors il n'y a pas besoin d'études de marché, je ne dis pas ça. Il y en a qui naissent d'études. Je vous dis, regardez la sociologie, regardez autour. Mais généralement, comme il y a universalité de la condition humaine, si on va très profondément dans quelqu'un, ça touche pratiquement tout le monde. Hein, si vous faites un cœur artificiel, ce n'est pas fait pour une personne. Hein, c'est fait pour tout le monde. Faites un nouveau système de lunettes, ça va toucher tout le monde. Donc voilà, le produit culte, il est souvent il est plus une logique d'approfondissement qu'une logique de variété. Hein.